Yego, le projet et notre mission qu'on s'est fixée en tant qu'entrepreneur, nous c'est clairement participer au changement de mobilité, au changement même des villes, comme on les connaît. Et on essaye ce véhicule, il fait beau à Munich et c'est waouh. Pas de bruit, pas de pollution. Parce que ça, dès le début, on voulait que ça soit pas simplement une commodité pour aller de A à B. On voulait que ça fasse partie un peu d'un lifestyle, qu'on soit content de trouver ce scooter qu'on partage. Que Barcelone, c'était la ville parfaite pour les scooters. Être libre, faire ce qu'on aime, un petit peu d'adrénaline dans tout ça, je pense que c'est une bonne vision de vie. Embarquement immédiat avec Tim Olleo. Les passagers à destination du vol New York 711 sont priés de se présenter porte B. Ladies and gentlemen, passengers flight 7112 New York City, please proceed to the boarding gate B. Bonjour à tous, je suis Charles Briet et vous écoutez le podcast Embarquement immédiat, saison 1. Je tenais tout d'abord à vous remercier d'avoir rejoint notre aventure en embarquement immédiat. Un projet un peu fou de partir chaque semaine dans un pays du monde à la rencontre de ceux, entrepreneurs, sportifs, artistes, qui ont décidé de faire de leur passion, de leur rêve ou de leur vision un objectif de vie. Ouvrir une crêperie à Los Angeles, réinventer la mobilité propre de demain à Barcelone, créer son centre de CrossFit à Ibiza ou traverser l'Atlantique à la rame. Avec chaque invité, nous évoquons leur parcours, leurs projets actuels et futurs, mais aussi leurs peurs, leurs doutes. C'est découvrir avec eux ce fameux point de bascule où l'on sort de sa zone de confort pour affronter l'inconnu. Aujourd'hui, nous sommes à Barcelone, au cœur de la start-up Yego, le service de scooter électrique en partage, bien connu ici. Si vous êtes venu à Barcelone, vous avez sans doute aperçu ou loué l'un de ces scooters Yego, très fun, de couleur verte, qui font partie maintenant de l'image de la ville. Mais depuis 2019 également de Valencia et de Bordeaux. Avec Tim Olleo, nous revenons sur la genèse de la start-up à Munich, comment on multiplie son chiffre d'affaires tous les ans par 2, et comment on passe d'un premier site web avec 0 scooter à plus de 1500 scooters cette année. Nous évoquons l'écosystème des start-up à Barcelone, comment Yego réinvente l'expérience client, et comment il participe à la transformation de nos villes. Tim nous parle de ses difficultés, de ses levées de fonds, sans faire l'impasse sur la Catalogne et les derniers mouvements sociaux, et comment cela affecte ou non son business. Embarquement immédiat avec Tim Olleo. Enfin, avant d'aller parcourir l'aventure de Yego, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Qui tu es, c'est alors pas. C'est voilà d'où tu viens et qu'est-ce que tu as fait avant d'être ici et puis. Alors oui, je suis Tim Olleo, français. J'ai 33 ans, l'âge du Christ. Avant d'arriver à Barcelone, j'ai eu un parcours assez classique, classe prépa, école de commerce. Avant de m'expatrier en Allemagne en premier, enfin Erasmus en Allemagne. Quand tu dis école de commerce, t'as fait quoi comme école de commerce? J'ai fait Grenoble, ça date maintenant. Et voilà, ouais, un parcours assez classique, on va dire. D'accord, École de commerce, etc. L'Allemagne avant d'arriver ici en Espagne. Un échange Erasmus à Munich où la ville m'avait vachement plu et de dire un petit peu allez on prolonge l'aventure. Je suis resté là-bas presque 5 ans avant que l'idée Yego et le projet Yego fassent son apparition. L'idée Yego est née en Allemagne. De toute façon, c'est ça. L'idée Yego est née en Allemagne. Mes cofondateurs et moi-même donc vivions en Allemagne. On se connaît depuis l'école mais nos chemins se sont recroisés un petit peu par hasard en Allemagne. Donc vous êtes combien de cofondateurs au départ? On est 3 cofondateurs. 3 qui sont très rapidement devenus 6. Chaque cofondateur a ramené un frère au projet. Donc on a très rapidement été 6. Dans ces 6, 2 paires de 2 jumeaux. Ben et Yann, mes cofondateurs, ont chacun un jumeau. Jumeaux avec un profil technique. Ce que Ben, Yann et moi n'avions pas. Alors, vous êtes plus sur le profil marketing commercial? Oui, voilà, dans le projet. On a fait tous la même école, donc on était avec chacun des, mais on n'était pas des ingés ou devs, etc. Et là, avant d'être chez Yego, t'étais dans l'automobile, hein, c'est ça? T'as un parcours dans l'automobile chez BM, je crois, c'est Exactement. ça? Ouais. J'ai fait BMW à Munich. Pareil, la rencontre d'une Française, chef de département chez BMW, qui m'avait ouvert les portes d'un stage à la suite du semestre d'Erasmus. Stage qui s'était bien passé. Je suis resté
quelques années chez BMW. Et là, tu faisais quoi exactement? T'étais au marketing? On était au marketing et mon projet central ou principal, c'était le BMW Magazine. Ça a depuis disparu, mais c'était un magazine produit pour les clients BMW. Donc il y avait une version centrale, qui était dictée par la centrale, et les pays ensuite avaient la possibilité d'adapter la version, de rajouter des pages, etc. Ouais, je me souviens de ça quand on était client, soit BMW ou Mercedes, on recevait le magazine tous les mois. Donc c'était ça. C'était vraiment chouette. T'as commencé à aborder ce qu'était véhicule électrique. C'était trop tôt là-bas? C'était trop tôt à ce moment-là chez BMW déjà? Non, quand j'étais est sorti la i3, la i8, il y avait déjà le projet Mini E, donc c'était un mini projet avec un groupe de bêta users qui roulait à Munich avec une Mini électrique. Donc non, ça commençait déjà bien à être sur les rails. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas encore peut-être pas aussi présent qu'aujourd'hui, mais déjà chez BMW ça commençait déjà bien. Alors plus sur les pays du Nord, c'est vrai que nous on a été beaucoup sur la Norvège et tous ces pays, tous les pays du Nord, où c'est vrai que les véhicules électriques sont beaucoup plus en avance qu'ici et le parc est beaucoup plus important. Alors plus important qu'en France et encore plus qu'en Espagne parce que on parle de véhicules électriques en Espagne, on est encore très loin. Super. Et du coup, l'inspiration, ça a été quoi? Comment on se dit un matin, je vais faire des scooters électriques et on va les faire en location à l'heure? L'inspiration, elle vient d'un après-midi pour le coup. Ben Yann, moi-même et mon frère qui était à Munich avec nous à cette base-là, on se voyait déjà beaucoup pour réfléchir à des idées de business. On aimait bien ça. Ça a commencé entre copains à boire des bières et à avoir des projets jusqu'à ce que ça devienne un petit peu plus sérieux. Yann, l'un des cofondateurs, avait déjà créé une start-up avec son frère, donc avait de la méthodologie, avait une certaine... Et donc ce qui était un petit peu juste des discussions autour des bières est devenu petit à petit de prendre cette chose un peu plus au sérieux et dire venez, on réfléchit à des vrais concepts. Donc on avait réfléchi à plusieurs concepts, toujours autour du monde automobile et de la mobilité. Mais un beau jour de juin 2015, on a essayé un scooter électrique d'une start-up allemande qui s'appelle Unu. Et Unu, ils n'ont pas de magasin en propre, ils ont des ambassadeurs dans les villes. Et on peut booker un test ride. Donc nous, on avait booké ce test ride avec le scooter Unu qui est vraiment, vraiment sympa. Et on essaye ce véhicule, il fait beau à Munich et c'est waouh. Pas de bruit, pas de pollution. Déjà un scooter très très stylé, on aimait beaucoup, pas de problème de bouchon et pas de problème de parking. Donc on se dit c'est le véhicule parfait pour se déplacer. Pour la mobilité quoi. Oui. Exactement. Et parallèlement, nous, travaillant pour l'industrie automobile et travaillant à Munich, on avait commencé à expérimenter le car sharing. Munich a été une des villes premières en test pour DriveNow, pour Car2Go, etc. C'était déjà en 2012, il y avait déjà DriveNow à Munich. On était des gros utilisateurs de car sharing dans notre quotidien. Professionnellement, on voyait aussi que Car2Go c'était Daimler, DriveNow c'était BMW, donc on voyait que les constructeurs poussaient pour ces nouveaux usages, passer de la propriété à l'usage. Donc on était des gros utilisateurs de car sharing, mais la voiture, on la trouvait pas adaptée à la ville. Justement, problème de parking, problème de bouchon. Avec le car sharing, on paye jamais son parking, mais il faut trouver une place. Il faut trouver une place du coup. Et ça très rapidement, on trouve vite ses limites quand même. Exactement. Alors que là, cette journée de juin 2015, on essaye ce scooter électrique, on dit mais en fait, le partage de véhicules avec un véhicule adapté comme celui-là, Vous cherchiez une idée déjà à l'époque. Toi, tu te voyais déjà entrepreneur de toute façon. Dans ton parcours de vie, tu te voyais salarié ou entrepreneur ou tu te posais des questions à ce moment-là? Tu sais, c'est le moment où tu te dis je fais quoi de ma vie? Est-ce que je réalise mes rêves? Est-ce que j'avance? Est-ce que je veux faire ma boîte ou... J'ai toujours eu l'envie ou une fibre de création de projet. Je dis création de projet parce que je pense tout au début c'était pas forcément entrepreneurial. On a créé avec un de mes amis d'enfance qui est le directeur créatif de Yego, une marque de vêtements très jeune, etc. Donc l'envie de créer quelque chose. Mais c'est vrai qu'après avoir passé 4 ans chez BMW, donc dans une grosse boîte très politique, très hiérarchisée, un gros concern allemand, je me suis rendu compte rapidement que c'était pas vraiment t'allais pas t'épanouir. C'était pas ma motivation première de faire carrière dans un grand groupe, même si ce grand groupe est prestigieux, mais en tout cas c'était pas ta fibre. Exactement.
Vous avez commencé Yego à Munich ou c'était l'idée à Munich et vous avez commencé ici? Je crois que c'est ici que vous avez commencé. Donc l'idée nous vient, on fait, mais on prend très rapidement la décision de partir. Pour moi, c'était aussi un peu un croussé entre les besoins perso et les pros, donc ça matchait bien. Mais on arrive, c'est vrai, en septembre 2015 à Barcelone, avec 0 scooter, mais avec une page web déjà designée et une mentalité ou stratégie de fake it until you make it, comme on le dit, où on voulait absolument tester cette idée. Donc on communiquait bientôt des centaines de scooters électriques dans ta ville, enregistre-toi sur une playlist, etc. C'est de vous dire, voilà, on a pensé on a réfléchi à quelque chose qui pourrait fonctionner. Ouais. On vient à Barcelone, on teste le système, ça marche pas. Exactement. Voilà, il n'y avait pas de risque non plus. Exactement. C'était étape par étape. Ouais. Étape 0 scooter, on a vu que les gens s'enregistraient. On a pris... ensuite, on rencontrait les gens, donc on a pris 85 cafés con leche avec les premiers gens qui s'étaient inscrits sur la liste d'attente. Mais sans scooter derrière. Sans scooter. Sans scooter pour dire, on va voir si pour voir. Et à cette époque-là, on était beaucoup en contact avec The Family. Ils avaient le projet à cette époque-là d'ouvrir un bureau à Barcelone, donc ils étaient très souvent à Barcelone. Et on avait la possibilité de faire des office hours avec eux, donc on a rencontré T'as qui? T'as vu Oussama? On a vu Oussama, Balthazar, Gilles aussi. Et voilà, ils avaient cette mentalité de hacker, etc., de dire faites une liste, regardez combien de personnes s'inscrivent, et c'est clairement une stratégie qui nous a amené où on est, parce que très souvent, quand j'explique le projet, j'aime justement bien raconter d'où on est parti, parce que souvent les gens se disent non mais c'est ultra capitalistique, ça coûte beaucoup d'argent d'acheter un scooter, vous avez dû commencer avec soit une énorme levée de fonds, soit des parents millionnaires, ce qui n'était pas du tout le cas. Nous on a commencé avec une page web designée. Donc voilà, page web designée, une waiting list. Ensuite, on a acheté un premier scooter qui n'était pas connecté. On a fait le Smart City World Congress avec ce scooter-là qui n'était pas connecté. On avait juste un mock-up sur l'app et on disait voilà, ça va fonctionner comme ça. Mais voilà, encore une étape. Donc ensuite, les gens pouvaient booker un test ride parce qu'on voulait recréer ce wow qu'on avait eu avec nous sur le scooter. Ça grossissait et là, on a décidé de racheter 3 autres scooters. Là, ça fonctionnait tout de suite. Tout de suite, ça a pris. Au moment où tout de suite il y a eu de la demande en tout cas. Tout de suite. On a vu qu'il y avait de l'intérêt, on a vu que on pouvait être plutôt sûr de se dire allez, on rachète 3 autres scooters pour lancer une mini version en février 2016. Donc ça fait exactement 4 ans avec 3 scooters. Et c'est idéal pour une ville comme Barcelone qui est quand même super étendue. Quand tu veux visiter Barcelone, alors soit tu prends le métro mais t'as pas des métros partout, soit tu prends le taxi mais bon voilà, c'est autre chose encore. Et c'est vrai qu'en termes de mobilité, je pense qu'il y a une vraie demande, c'est vrai clairement. Et Barcelone est une ville avec une culture de roues. En Europe, il y a Rome, Barcelone et Paris. Paris c'est comme une grosse ville de roues. Mais c'est vrai qu'ici c'est impressionnant. Tout le monde se déplace en moto. Les jeunes, les personnes un peu plus âgées, les femmes, etc. Donc ça nous paraissait un terrain propice à... Et le terrain, je pense qu'il est en train de s'élargir encore, alors avec les nouvelles réglementations sur la circulation des voitures, avec l'instauration des vignettes depuis, c'est quoi, ça fait un mois peut-être ou exactement, à peu près, c'est-à-dire que 2020, il y a des vignettes maintenant, et certaines voitures ne peuvent plus rouler dans Barcelone, donc ils sont en train de légiférer là-dessus, donc c'est plutôt pas mal. Ils ont fait la même chose sur Madrid, donc je pense que là il y a vraiment des choses intéressantes à faire. Totalement. Je pense qu'on arrive à un moment où le public est prêt, le public commence à connaître ces systèmes de partage, un public qui est de moins en moins attaché aux véhicules propres, plus des politiques qui poussent pour ces usages. Alors, on le voit, de toute façon, le véhicule particulier dans les années à venir, je pense que le véhicule qui appartient à une personne est en train va peut-être disparaître. En tout cas, dans les grandes villes, ça va devenir compliqué, parce qu'on le voit sur Paris, sur les projets d'Hidalgo ou autres. Il va éradiquer quand même les voitures des centres-villes. Donc, ça va devenir. Donc ça, c'est clair. Et comment vous vous inscrivez, vous, dans cette nouvelle mobilité propre, dans les programmes aussi
des maires, enfin de la ville, parce que il y a plein de choses qui se croisent là en ce moment. Exactement. Alors je pense que pour les mairies ou les politiques, nous sommes des services ultra bénéfiques à les politiques écologiques, politiques de mobilité urbaine, etc., etc. Mais on est aussi à un carrefour pour eux entre pousser pour ces usages, mais aussi réglementer l'espace public, la circulation, etc., etc. Ouais, c'est un oui, que ce soit pas l'anarchie, ça c'est clair. Ils veulent pas que ce soit exactement. l'anarchie. Vous avez rencontré les gens de la mairie? Oui. Nous, dès le début, en arrivant, on avait rencontré les gens de la mairie. Ça n'existait pas encore très rapidement. Ils nous ont dit faites-le, testez-le. Okay. Bon, déjà, ils vous mettaient pas de frein. Et de nouveau, on était dans l'optique de dire demain, on va vous mettre 1000 scooters sur la route. On était avec 3 ou nos 20 premiers scooters ensuite. C'était pas même chose à Valence, même chose à Bordeaux. On est toujours dans une démarche de rencontrer la mairie. En tout cas, pour dire que, voilà, nous présenter ce qu'on fait, comment on le fait, et annoncer qu'on va le faire. Maintenant, ici à Barcelone, la mairie a réglementé l'industrie. On est en pleine régulation, donc avec un système de licence, etc. Et donc ça a été aussi tout un travail avec la mairie, avec les autres opérateurs, d'échanges privé-public pour travailler autour de cette régulation qui va être mise en place dans les prochaines semaines. À quel moment vous êtes passé sur votre production de scooters? Alors il y a une image un peu de Vespa, mais c'est pas des Vespa. Non, exactement, c'est pas des Vespa. Alors nous, on ne construit pas notre scooter. Nous, on a à la base identifié un scooter électrique à batterie échangeable, et c'est le plus important, et qui avait un design qui nous plaisait, un design cool, un design stylé, parce que ça, dès le début, on voulait que ça soit pas simplement une commodité pour aller de A à B. On voulait que ça fasse partie un peu d'un lifestyle, qu'on soit content de trouver ce scooter qu'on partage. C'est peut-être un scooter qu'on aimerait posséder, mais c'était très important. Et de nouveau, ça vient de notre expérience du car sharing avec DriveNow. DriveNow, c'était détenu par BMW, et les voitures à disposition étaient des BM ou des Mini. Donc c'était génial. C'était un usage partagé. Exactement. On est vraiment sur l'expérience client. Donc là, on le voit d'ailleurs sur Instagram, où les utilisateurs se photophotient sur Instagram, d'ailleurs, avec les scooters Yego qui sont super, qui ont une couleur flashy, qui sont super à la mode. Donc voilà, on a choisi cette couleur et ce qui existait, et on l'a ensuite connecté. Mais maintenant, on est les seuls à avoir ce scooter-là. Mais on n'est pas dans la fabrication du scooter. On collabore avec des marques, et on installe notre technologie. De plus en plus, ces scooters sont connectés, etc., etc. Nous, quand on a commencé, il fallait mettre notre technologie dans le scooter. Donc là, après, vous avez monté votre parc. Le parc, il a monté avec la demande, je suppose, qui a été croissante. Donc toujours Barcelone à ce moment-là. Toujours Barcelone. Alors, le parc a augmenté plutôt avec les levées de fonds ou la capacité financière, parce que la demande était là. Parce qu'après, au début, vous êtes parti avec votre argent, je sais pas ce que vous aviez au départ. Voilà, c'était notre argent, c'était ces trois premiers scooters. Le calcul avait été fait, donc on en avait le premier plus ces trois-là, on en avait 4, un qu'on utilisait nous et 3 pour le service, et le calcul avait été simple. Si jamais ça marche pas, vous aurez un scooter chacun. Voilà. Chacun repartira avec un scooter vert. Le risque était pas. Ils étaient déjà verts à l'époque. Au début, vous les avez mis en vert déjà au début. Ouais, c'est déjà l'idée de départ, quoi. Ouais. C'est l'idée de départ, mais la petite anecdote, c'est que le premier scooter qu'on a commandé à la marque était d'un vert un peu plus turquoise. Ils se sont trompés, ils nous ont envoyé ce modèle-là. D'accord. Mais c'est parti d'une erreur, en fait. Au final, c'est parti d'une erreur. Aujourd'hui, ça nous a plus plu que le premier choisi. On est resté là-dessus. C'est chouette. Ça avait un monde un peu, enfin, je sais pas comment. Sur les pontones, c'est pas super easy. C'est bien, tant mieux. Donc oui, après le parc grossit plutôt avec la capacité financière. Donc là, ça a été quoi le parcours? Alors la première levée de fonds, ça a été parce que vous avez multiplié votre chiffre d'affaires à peu près par 3 tous les ans à peu près, c'est ça? C'est ça. Donc c'est quand même une croissance qui est super importante, qui va vite. Ouais. Donc avec des besoins de fonds, quoi. Enfin surtout pour acheter le matériel, ça c'est clair. Ouais, totalement. Donc c'est quoi la première levée de fonds? La première levée de fonds, c'est 6 mois après la mise à la route de ces 3 premiers scooters. Donc ça nous avait permis en 6 mois. Et là, vous les avez levé combien à l'époque? On avait levé 250 000 euros. D'accord. Donc c'est petite levée de fonds avec ici à Barcelone avec des business angels. Où voilà, on avait une bonne traction sur ces premiers mois. On avait eu un super printemps-été qui est forcément pour nous toujours une bonne période. Et 250 000 euros
Là, avec votre croissance de 150 000 euros, ça, 6 mois après, il fallait refaire une autre levée, non? Pratiquement. Ouais. La prochaine levée, elle a tardé un petit peu plus, qu'on a mis 8 ou 9 mois ensuite, je me rappelle bien, parce qu'on arrive par l'hiver, donc les mois sont un peu moins bonnes, et on était dans une configuration ultra compétitive dès le début. Donc on était le petit player sympa, frais, qui fait les choses bien, mais avec une petite flotte. Nous, depuis le jour 1, un de nos gros concurrents, qui est toujours notre concurrent principal, avait ici beaucoup plus de scooters que nous. Donc on était toujours confrontés à Yego, ils sont sympas, ils sont bons en com, bons en marketing, ultra bons dans leur app, leurs produits, etc. Mais ils n'ont pas beaucoup de scooters. Votre concurrent principal, c'est qui aujourd'hui? Ici à Barcelone, c'est Icultra. Et là, ils ont une flotte de combien? C'est gros? Ouais, c'est gros. Actuellement, je pense qu'ils ont ils ont autour de 2000 motos. D'accord. Ouais, Icultra, ça appartient au groupe Cultra, qui est un gros player de la location de 2 roues classique. Si vous connaissez bien Ibiza, les motos de location sont pas Icultra, mais Cultra. Et créant une boîte de zéro, forcément, on n'avait aucun historique comptable, etc. Donc aussi pour commencer à trouver du support bancaire. Ça a mis un petit peu de temps. Mais une fois que la machine était bien en place, on a... Les banques ici, ils vous ont suivi assez facilement. Vous êtes parti avec quelle banque ici au départ? Les premiers à nous avoir suivis, la Caixa ou Santander, même peut-être la Sabadell. D'accord. Alors au début on a eu des prêts et maintenant ils vous ont fait des prêts sur le matériel, non, c'est ça? Ouais, alors le tout premier c'était un prêt. Maintenant c'est du leasing renting ils nous financent les flottes de véhicules. Ça, on a mis un petit peu de temps à arriver jusqu'à montrer qu'un premier bilan, un second bilan était. Nous on a réussi à le rendre rentable ce business. Les banques ont très vite compris que cet argent ira dans le scooter sera mis sur la route et ce scooter roulera et générera de l'argent. Complètement. C'est ultra concret. C'est pas juste un SaaS ou non, c'est vraiment un actif qui roule, qui génère de l'argent. C'est quoi les difficultés que vous avez eues quand vous êtes arrivé ici? Vous en avez eu? Les difficultés d'implantation? Parce que tu connaissais pas l'Espagne. Ouais. C'est une société espagnole? C'est une société espagnole. Ouais. Non, on n'a pas eu de grosses difficultés. On a été plutôt bien accompagnés au début. Barcelona Activa ici qui aide vraiment à l'installation, et on a été très rapidement entouré aussi par nos business angels qui sont espagnols. Certains sont espagnols, certains sont français installés ici. Mais qui très rapidement nous ont dit il vous faut absolument un cabinet comptable. Pardonnez-moi l'expression, mais ne vous faites pas chier avec la compta et les modellos espagnols. Prenez un cabinet comptable, prenez un cabinet d'avocats qui vous aidera. Donc très rapidement, on a eu une petite structure autour de nous qui nous a permis. Mais il y a un écosystème qui est super actif ici. Quand on veut s'installer ici, c'est vrai qu'on trouve vite les relais assez facilement et on est assez facilement aidé. En Espagne, c'est facile de créer son entreprise, c'est facile de se développer. Et donc, première levée de fonds, deuxième levée de fonds, du coup, ça a été combien la deuxième levée de fonds? La deuxième levée de fonds, on l'a scindée en deux, et en tout, c'était à peu près 1,2 million. Ouais. Mais on a divisé un premier en 500 000 euros et un autre un petit peu plus. D'accord. On a souvent utilisé les prestamos convertibles. Donc, c'est les prêts convertible loan, justement pour avoir du cash qui rentre, acheter des motos très rapidement, pouvoir ensuite. C'est quoi la difficulté du business? C'est l'investissement, c'est la casse. On en parlait un petit peu aussi. C'est le renouvellement du matériel. Ça nous on le considère plutôt. Ça fait partie du business. C'est comme ça. C'est et le renouvellement de la flotte et la casse, etc. Ça fait vraiment partie. Donc je dirais pas que, tous les challenges opérationnels sont des gros challenges, mais ça fait partie de la chose. Mais c'est vrai qu'au début pour nous, le financement de la flotte a été je dirais pas des problèmes, mais un des challenges. Et où très souvent on était un petit peu en retard sur la concurrence, qui était soit des grands groupes, soit plus costauds financièrement que nous. Mais ça nous a permis aussi de faire les choses très différemment, de rendre rentable. Je pense qu'on est les seuls dans toute l'industrie à avoir. Vous êtes rentable aujourd'hui? Ouais, on finit 2019. Waouh, c'est bien. Ouais, net positif. Donc dans une industrie où ça crame quand même beaucoup de cash. Mais on l'a fait parce qu'on était obligé. On était une petite structure. On avait besoin du support des banques. On avait aussi besoin de convaincre nos investisseurs. Et là, la prochaine étape, parce que là, vous avez
avez fait appel. Là, c'était plus des business angels, hein, je crois que exactement. La dernière levée qu'on a fait, c'est un fonds d'investissement, un VC. Ouais. Qui est un fonds du Nord, non? Hollandais, c'est ça? Hollandais. Vous n'avez pas trouvé de fonds français ou espagnols qui... On a, sur nos levées antérieures, été en contact avec énormément de fonds espagnols, mais c'était pas le bon moment ni pour eux ni pour nous. Donc rencontrer beaucoup de monde, parler avec beaucoup de monde, mais on n'avait pas fermé le tour de table avec des fonds. Et là, c'est hollandais, c'est une rencontre. On a été mis en contact et ça s'est très bien passé. Ils avaient la capacité et voulaient faire ce tour seuls. On n'a pas eu besoin d'activer d'autres pistes. Et donc là, ils sont à quel pourcentage? Ils auront 25%. D'accord. 23%. Ils interviennent beaucoup dans le board. On a clôturé autour du 22 décembre, donc c'est encore tout frais. Tout frais. Mais on les connaît plutôt bien parce que le process pas été long, mais on a eu le temps de bien de se connaître. C'est un fonds qui est spécialisé en mobilité. Ils ont dans leur portefeuille la marque de scooter qu'on a justement essayé en juin 2015. Donc c'est vraiment c'est très agréable parce qu'ils connaissent ils connaissent la mobilité, ils vous connaissent aident le business sur l'opérationnel, ils vous laissent faire complètement. Sur l'opérationnel, je pense plutôt qu'on les a séduits parce qu'on était des experts de notre vous étiez tous de l'automobile en plus, hein, du métier plus ou moins. Ouais, si. plus ou moins. Non, mais au final, ça fait quand même 4 ans qu'on opère seul, hein, donc on est sur les plates au début. Exactement. Vous avez tout testé au début. Tout testé. On a été mécano, on a changé les batteries, on a tout fait nous-mêmes. Donc on a bien. Mais par contre, ils auront un vrai apport auprès des banques stratégiques. Ils ont aussi dans leur portefeuille une marque de vélo qui est aussi en partage. Beaucoup de synergie avec eux et avec les boîtes de leur portefeuille. La gouvernance, ça se fait comment aujourd'hui? C'est les prises de décision, parce que là vous êtes au board, vous êtes combien maintenant? Au board, on est 7. Alors 7, je pense, ça va encore pour un board. On a justement voulu que ça devienne pas 12-13 personnes, parce que là je pense que c'est rapidement le bordel. Les décisions se passent plutôt bien, mais je m'en dirais même très bien. On a au board 2 de nos investisseurs historiques qui sont là depuis cette première levée. Donc on se connaît aussi très bien personnellement et on a pris la décision d'ouvrir. Ah, vous avez ouvert à Valence ou Barcelone ou Bordeaux d'abord, ou c'était quoi? On a ouvert Bordeaux en premier. Bordeaux. C'était donc là Bordeaux, vous avez combien de scouts à Bordeaux? On a 200. C'est limité par la mairie, donc mais ça marche très très bien. Ça marche bien. Très bien. Et à Bordeaux, on va mettre les trottinettes. Et Valence, on est à 280. Vous avez démarré quand à Valence? On a démarré en Valence décembre. En Espagne, hein. Exactement. Valence Valencia. en France, attention. On a commencé en décembre 2018, un petit peu plus d'1 an. Et pareil, ça marche vraiment bien. Parce que c'est une ville très différente quand même, Valencia. C'est une ville très différente. C'est plus, je dirais pas provincial, mais c'est différent. C'est vrai que c'est différent, mais c'est une ville très plate. Il fait beau presque tout le temps, encore plus qu'à Barcelone. Et c'est une ville qui, niveau start-up, digital, etc., est en train de pas mal bouger. Et cet usage de véhicules connectés, etc., ça colle bien aussi avec les villes qui ont un petit peu cet esprit. Parce que là, vous avez que des clients espagnols là-bas, par rapport à une ville qui est ici, parce qu'ici on est cosmopolite quand même. C'est pour ça, c'est un usage qui peut être différent, quoi. C'est vrai. Ouais. C'est moins cosmopolite. Mais du coup, qui est très étendu aussi. Très étendu. Ouais. Des grandes artères. On a là-bas, on doit mettre plus de scooters, clairement. Il faut. Ça va arriver. Embarcamos inmediat avec Tim Olleo. Tu me disais, les nouveaux projets, c'est de doubler la flotte. Ouais, Vous êtes en cours là. Exactement. Ouais. Là, on a des camions. C'est des camions de 60 motos qui arrivent en 2 étapes. Ça y est, tout est commandé, ça arrive là. Ça déroule. Et c'est chouette. Maintenant, le camion est arrivé lundi, donc devant le bureau. Et dans 3 heures plus tard, les scooters sont sur la route. Ils sont sur la route. Ça, au début, c'était pas du tout comme ça. Donc, quand je suis arrivé lundi, j'ai dit, c'était ultra à la chaîne, en train de
j'ai dit aux gars, si vous saviez le pas qu'on a fait entre la première livraison de scooter et celle-là, c'est incroyable. Parce que là, ils arrivent sans batterie ou ils arrivent déjà avec les batteries? Ils arrivent déjà avec les batteries. Ils ont déjà les stickers, ils ont déjà le top case monté, notre technologie montée. Donc c'est sur la route tout de suite. Ouais. Là, c'était mettre des casques, mettre les documentations et mettre la plaque d'immatriculation. Et vous êtes assuré par qui, vous, ici? Ici, par Fiat. On a été. Parce que ça, c'est un gros sujet. Hein. Je sais qu'en France, Alors, je dirais que c'était un gros sujet. Parce que, de nouveau, quand on est arrivé ici et qu'on a expliqué ce qu'on faisait, c'est sûr qu'elle faisait les gros yeux. Ouais, moi, je suis assureur à la base. Je peux te dire que, voilà, on t'explique que tu vas prendre des scooters, tu vas les mettre sur la route, qu'il va y avoir des multipossesseurs qui vont les prendre 10 minutes, qui vont les relaisser sur le trottoir, et il faut les assurer en tout risque. Là, les assureurs, ils te disent. Ou le commercial, et ensuite le département de risque dit oulala, mais comment. Donc c'est vrai qu'on a eu nos challenges au début. On a notamment été assuré au début, je dirais pas le nom, mais par une grosse boîte d'assurance qui a fait machine arrière, et non pas parce que on avait beaucoup d'accidents ou de sinistralité. Au contraire, on avait des super ratios. Ils voulaient pas assurer un service comme ça. Et c'est à ce moment-là qu'on est rentré en contact donc avec Fiat à travers une correduría, comme on dit, un broker en assurance un courtier. Un courtier. Exactement. Alors maintenant, ça fait la 3e année, je crois, que ça soit Fiat, et ça se passe bien. Ça se passe bien. Ouais, ça se passe bien. On a pu justement cette année renégocier la prime. D'autres assurances étaient intéressées, donc c'est bien ça. C'est un bon signal. On aimerait bien mettre notre nom sur le scooter. C'est vous qui réparez les scooters ici, c'est vous qui les entretenez. Vous avez, tu m'expliquais, donc tu as une flotte t'as des gars qui sont sur la route, qui réparent aussi sur place, hein, sur les trottoirs. Les gros sujets, là, il y a beaucoup de pannes. Pas tant que ça, mais c'est quand même un scooter électrique qui est connecté. Donc il y a une possibilité d'erreur ou de petits problèmes qui est importante. C'est une carte SIM. Il y a plein de petites choses qui peuvent se passer. Mais donc la maintenance, on a le KPI, donc les métriques Ops, c'est de ne pas avoir plus de 5% de la flotte en maintenance. Et on est toujours constamment. Ça va, c'est pas tant que ça. Non, donc c'est un flux continu, aussi pour des petites choses. Le scooter, il est quand même, c'est une carcasse en plastique. Après, c'est de l'entretien. C'est l'entretien, ça reste de l'entretien. Et après, on casse plus en vol. Enfin, voilà, on l'évoquait. Enfin, on est quand même dans une ville, où les gens ils viennent faire aussi la fête ici. Donc il y a quand même un public qui le prend pour aller travailler, qui le prend pour une mobilité qui est une mobilité propre. Et puis il y a tous ceux qui font la fête quand même. Donc là, je sais pas s'ils s'en servent ou. Alors un petit peu. Un petit peu, ouais. Il y a des contrôles alcool, etc. Mais c'est pas. Et du vol. Tu me disais, t'en as retrouvé un dans la mer, mais il n'y en a pas eu tant que ça. Dans la mer, on en a eu un qui avait brûlé pour la San Juan, mais ça reste ultra ponctuel. C'est confidentiel, quoi. Ouais, même pas. Ouais. Là, le scooter dans la mer, il a été, c'était placardé dans la Vanguardia en grande page. Ça vous a fait de la pub? Ouais. Je suis pas sûr. Ouais. Mais et comment est géré le corporel, par contre? Parce que là, vous êtes quand même sur du 2 roues. Il y a quand même pas mal d'accidents à Barcelone quand même. Hein. Il y a beaucoup d'accidents. C'est pas une assurance touriste, c'est une assurance au tiers. Justement, l'assurance touriste pour les assurances ne veulent pas en entendre. C'est clair. Mais avec une protection conducteur et passager pour le. Et là, vous avez eu du corporel quand même sur la ville? Très peu. Très peu, c'est vrai. Il est limité à 49 km. Donc on en a eu et on a, mais très souvent les gens se blessent pas. Mais on n'a pas des accidents avec des gros chocs. Vous êtes combien de personnes? 60, tu me disais, non, c'est ça? Entre Barcelone et Valence, on est 60. 60 et à Bordeaux? Parce que là, c'est une société française là-bas, du coup, c'est plus la même chose. Oui, et Bordeaux est un franchisé. Ah, c'est un franchisé, d'accord. Justement, challenge financier et d'investissement. Donc c'est lui qui investit en fait sur Bordeaux, c'est ça? Il investit dans la flotte de véhicules et il manage les opérations. Et nous, on fournit la marque et toute la partie Et le management, vous le faites comment? Alors, parce que là, c'est surtout c'est des mécanos que vous avez beaucoup?
Alors, sur les 60, vous avez alors ouais. l'équipe Ops est importante, ouais, Mécano et donc nos Power Rangers qui sont dans la rue, c'est les grosses. Les Power Rangers, pour expliquer, c'est ceux qui changent les batteries, c'est ça. Voilà, exactement. Voilà, c'est des super héros qui changent les batteries. Super héros du service. Ouais. Enfin, c'est eux qui font tourner le service très clairement et qui vont changer les batteries, qui font du petit nettoyage de scooter, qui regardent si tout est ok. Donc constamment dans la rue, matin, après-midi et nuit. Ça tourne. C'est 24-24, hein. 24-24. Donc oui, c'est forcément une grosse équipe, mais ici à Barcelone, on a aussi une grosse équipe de customer support, une dizaine de personnes. Là, t'es toute langue ou non, vous restez qu'espagnol? Espagnol, français, anglais, catalan, avec des gens une équipe internationale. On doit ici absolument parler anglais, de toute façon. Catalan, espagnol. Espagnol. Non, on demande ici pour Barcelone qu'on parle aussi catalan. Comment tu vois ça, toi, là, tous les événements qu'il y a eu en fin d'année? C'est intéressant. Voilà. Ouais. Alors, la politique est compliquée en Espagne. On a mis 1 an pour sortir un gouvernement qui est un gouvernement de coalition. Et voilà, toutes ces problématiques d'indépendantisme et les grosses manifestations qu'il y a eu en fin d'année. Ouais. Est-ce que vous avez été impacté? Est-ce que vous avez eu des dégâts déjà sur les scooters peut-être? Mais de nouveau, c'est pas ce que je retiendrai des manifestations. Ouais. Et ensuite, la situation, elle est ce qu'elle est. Moi, je la regarde d'un œil intéressé. C'est un process très intéressant. Des deux côtés. C'est vrai que les Barcelonais sont très divisés. Hein, je pense que, je sais pas, ça doit être 50-50 à peu près, quelque chose comme ça. Peut-être un peu plus sur. C'est ce que disent un peu les sondages. Alors c'est divisé sans être divisé. Et qu'on a une vision de français. Voilà, d'une on a une version de français et d'expatriés. C'est un bon point. Et de deux, c'est ultra complexe. Enfin, j'en parle avec des amis. Catalan ou non, catalan indépendantiste ou catalan non indépendantiste pendant des heures. Donc c'est trop complexe. Mais c'est intéressant. On va voir comment tout ça évolue. Et c'est toujours assez tranché ici. Il y a toujours beaucoup de passion dans tout ce qu'on exprime. Donc non, mais par contre, je pense la situation actuelle maintenant, c'est beaucoup une question de fierté, d'orgueil et de blessés des deux côtés. Moi, c'est comme ça un peu que je l'analyse de mon regard extérieur. Et donc quand ça c'est en jeu, c'est pas facile. Ouais. Est-ce que ça impacte ton business et est-ce que ça doit être un frein si demain il y a un Français qui se dit voilà, je voudrais m'installer à Barcelone, mais attention, il y a ça, est-ce que ça doit être un frein? Parce que il y a eu l'année dernière, enfin c'était l'année dernière ou l'année d'avant, il y a eu beaucoup de communication avec toutes ces entreprises qui quittaient Barcelone pour aller sur Madrid. Enfin, il y a eu beaucoup de communication aussi, hein, mais voilà. Est-ce que pour toi, ça a impacté ton business et est-ce que ça doit être un frein? Non. Alors, nous, dans notre cas, ça n'a jamais touché ou freiné, parce qu'au final, les gens ont besoin de bouger. Et donc nous on offre de la mobilité, donc il peut se passer plein de choses. Les gens continueront à aller au travail, à aller au sport, à sortir entre les copains, donc utiliseront le service. Donc nous on n'est pas impacté. Ensuite pour des gens qui veulent s'implanter, non, je pense pas que ça doit être un frein. Notamment maintenant avec la situation politique qui s'est, je pense, un petit peu apaisée, notamment avec le nouveau gouvernement. On va voir un petit peu comment ça se passe. Mais Barcelone reste un pôle ultra attractif. Je pense que Barcelone, en tant que ville, restera de toute façon ultra attractive. Oui, c'est clair. Et c'est pour ça aussi qu'il y a plein aussi de friction, parce qu'il y a aussi, c'est une des villes une région qui rapporte le plus d'argent à l'Espagne, c'est une des villes les plus touristiques d'Europe. Non, mais je pense, on voit, il y a vraiment là, depuis que nous, on s'est installé ici à Barcelone, le nombre de boîtes, de start-up étrangères. Ça bouge beaucoup, hein. C'est beaucoup, super intéressant. Ouais. Il y a vraiment des grosses boîtes ces derniers temps qui se sont installées, qui ont délocalisé leur département tech. Oui, il y a Facebook qui a un gros plateau ici qui a monté il y a 1 an. Il y a N26, donc là, c'est la banque online allemande qui est Airbnb, qui a un plateau ici. Et voilà, ils ont tous ouvert des plateaux ici qui sont super importants, quoi. Ouais, c'est vraiment. Au contraire, je conseillerais Barcelone pour lancer sa boîte comme un super. Voilà, quelqu'un qui voudrait monter sa boîte, le conseil de départ à Barcelone, ce serait quoi? Alors pour
avoir la tête libérée des méandres administratifs, etc., je m'entourerais d'un comptable, comptabilité et la partie laborale aussi, qui peut être pour un nom espagnol, qui peut être compliqué parce que c'est administratif. Donc je pense qu'on gagne beaucoup de temps et d'énergie Faut cocher les bonnes cases ici, hein. Faut pas croire que on peut faire les choses comme ça, non, parce que sinon ça peut être compliqué quand même, hein. Ouais. Non, et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on perd trop de temps à le faire soi-même. En plus, oui. Je pense surtout au début, on a 1000 choses à faire marcher. Donc c'est très pragmatique, mais je pense que ça aide bien la personne qui se dit allez, dès le début, je m'entoure d'un cabinet. Alors les nouveaux projets Yego, parce que là, t'as dit doubler la flotte sur un an, donc ça veut dire nouvelle levée de fonds, je suppose. La levée de fonds avec les Hollandais nous permet de. C'est celle-là qui permet d'avancer. Et là, vous êtes sur un chiffre d'affaires, tu me disais, de 3 millions 3 millions en 2019. Et là, du coup, vous allez passer à quoi, 5 millions si vous doublez la flotte, non? Peut-être plus, non? Peut-être plus même. Ouais. Non, je dirais même certainement plus, parce qu'on double la flotte là en 2 mois. La deuxième partie arrivera avec l'ouverture de nouvelles villes, de nouveaux véhicules. Donc c'est projet futur. On a un carnet de route 2020 bien chargé là, bien ambitieux, avec les 2 nouveaux projets alors qu'on a pu voir là, parce qu'il y a les prototypes qui sont ici. Donc le vélo électrique, donc ça c'est nouveau. Le vélo électrique et la trottinette électrique, c'est les deux gros sujets du début d'année qui sont en production aujourd'hui. C'est sur les trottoirs, c'est en test, tu me disais pour l'instant. C'est en test. On a un petit peu de retard sur le déploiement. C'est normal, c'est la première fois qu'on on les appelle les light véhicules, donc véhicules légers en comparaison aux scooters. Donc en effet, c'est quelque chose d'ultra stratégique pour nous, qu'on a toujours eu en tête. On s'est jamais considéré comme faisant que du scooter ou moto-sharing. On s'est toujours vu comme un fournisseur de mobilité. Vous avez toujours gardé ça en tête. Toujours. Parce qu'on était très conscient, en habitant à Munich et en ayant choisi Barcelone, que Barcelone c'était la ville parfaite pour les scooters. Mais par contre, je sais pas, Londres, Bruxelles ou Oslo, je suis pas sûr que les scooters soient si adaptés que ça. Après, oui, si Oslo qu'on connaît un peu plus, après t'as quand même de la neige quand même souvent. Exactement. Il fait juste moins 10 degrés. Ouais. Donc voilà. Donc on s'est toujours dit qu'il y avait d'autres véhicules qui seront adaptés alors d'une aux villes et ensuite au public. Et aux petits véhicules, vous avez réfléchi aux petites Google Car ou un petit véhicule électrique qui serait une petite voiture électrique de mobilité qui commence à réfléchir. Je suis sûr que vous y avez réfléchi, mais on regarde vraiment tout ce qui se passe en ce moment. L'industrie est fourmie de projets, de concepts, etc. La voiture comme on la connaît actuellement, non. Ah non, je pensais vraiment à une autre forme, quoi. Une autre forme. Ouais, complètement. Non, mais si, on regarde totalement. Maintenant, en ce moment, il y a des concepts un petit peu de véhicules 3 roues. Si, on regarde, on s'intéresse pas mal au vélo cargo, pour justement transporter. Oui, à la hollandaise. Exactement. Ce qu'on voit dans les pays du Nord, d'ailleurs, c'est vrai qu'ils transportent tout. Ils transportent tout. Ils vont chercher les enfants à l'école et il y a tout dedans. Les courses, les enfants. Parce qu'on se rend compte que il y a beaucoup d'utilisation en ville pour les gens, de nouveau, qui n'ont pas de voiture en ville ou qui n'utilisent pas leur voiture en ville, où on a quand même besoin de pouvoir charger des choses ou des gens. En ce moment, regarde pas mal ça. Ça tombe bien, les Hollandais ont dans leur portefeuille aussi des marques de vélo et de cargo bike. Embarcamos inmediat avec Tim Ojeo. J'aime bien aller chercher ce qu'anime les gens et ce qui fait que on se dit la vie est quand même elle est assez courte et il faut profiter et pas être triste au travail ou pas faire ce qu'on n'a pas envie de faire. Et je trouve que l'entrepreneur il a décidé un jour d'aller se réaliser en tout cas. C'est quoi ta passion, toi, ce qui t'anime? C'est ton moteur qui te fait lever le matin, qui te fait avoir un projet tous les jours? Le moteur principal, pas que chez Yego, pour moi, c'est la liberté. Je pense, et c'est pour ça que j'ai été attiré par la création de projets ou l'entrepreneuriat. Le but ultime pour moi, c'est la liberté, dans tous les sens du terme, de temps, d'esprit, financière, etc., etc. Et plus précisément sur maintenant Yego, le projet et notre mission qu'on s'est fixé en tant qu'entrepreneur, nous c'est clairement participer au changement de mobilité, ou au changement même des villes comme on les connaît. Je suis 100% convaincu qu'on vivra encore dans une ville totalement
sustainable, donc verte, silencieuse, agréable. Avec ce projet, c'est ce qui m'anime, c'est de participer à ce changement de société presque. Ouais, on a eu notre repas de Noël, donc on a forcément fait des petits discours. La partie du discours était celle-là, de dire à tous les employés, notamment à ceux qui sont dans la rue, qui changent les batteries, c'est un travail comme relativement difficile et le sens de tout ça, c'est quelque chose est en train de se passer. Ouais. On participe à la modification, à la modification de la mobilité et de sa façon de vivre dans les villes. Ouais. On rend meilleur nos villes, notre ville. Donc ça c'est un chouette moteur. C'est clair. Ta journée type en Espagne, c'est quoi? Tes routines? Je suis pas ultra matinal. C'est quoi pas ultra matinal? Non, mais j'arrive au travail entre 8h30 et 9h30. D'accord, ouais. Selon les jours. Actuellement, par exemple, c'est plutôt autour de 9h30. D'accord. Et ensuite, la routine, on finit relativement tard. Donc quand je dis on, c'est l'équipe de cofondateurs. On continue à faire quand même si on est beaucoup moins dans l'opérationnel. Et on a eu forcément des journées bien plus intenses qu'on a actuellement. Mais on continue quand même à faire des journées assez importantes. Je trouve actuellement avec l'équipe qui grossit, on est aussi en tant qu'entrepreneur ou manager pas mal pris la journée par les équipes, les meetings, les contacts extérieurs, etc. Donc j'aime bien rester un petit peu plus tard où justement il y a moins de monde dans le bureau et on peut un petit peu plus... Donc là vous faites quoi? C'est 20h? Oui, voilà, à l'espagnol quoi. 20h, 21h, ça. Mais avec certains... Avec l'envie en 2020 de sortir un petit peu plus tôt du bureau. Ouais, tu crois que tu vas y arriver? On va voir. Avec tous les projets qui sont... avec le projet, c'est peut-être un peu... on va essayer. Okay. Pour finir, si t'avais d'autres... Quelles sont tes lectures? Si t'as des livres qui t'ont inspiré, ou des hommes qui t'inspirent, je sais pas. Hommes ou femmes, bien sûr. Alors, inspiration de purement business. Je lis pas énormément de bouquins business. Mais par contre, clairement, quelqu'un ou une structure qui nous a inspiré, c'est clairement The Family. Et ça, je conseillerais à n'importe quel aspirant entrepreneur à se nourrir de... Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà un nombre de contenus gratuits, d'heures de vidéos sur YouTube qui est énorme et qui balaye tous les sujets. Et ils ont clairement cette... une bonne vision, je pense, de comment peut se faire la création et de gérer une boîte. Ils n'ont pas la parole divine, mais en tout cas une certaine façon de le faire qui nous au début nous a vraiment permis de lancer. Donc les vidéos de The Family, ça va de justement comment gérer sa première levée de fonds, comment choisir son cofondateur, à comment développer un produit. Enfin c'est ultra complet. Et après inspiration plus personnelle, c'est une bonne question. Non, je sais pas si je suis pas mal par le sport, par les créatifs. Je suis bien dans ça. De nouveau avec être libre, faire ce qu'on aime, un petit peu d'adrénaline dans tout ça. Je pense que c'est une bonne vision de vie. Ouais. Bon, je crois qu'on peut terminer par ça. Super. Pas mal. Bon, merci à toi. Merci à vous. Et puis bonne route à Ivo, c'est le cas de le dire, c'est parti. Et puis pour tous ceux qui viennent à Barcelone, voilà, vous pouvez pas l'application Iego, vous pouvez avoir votre scooter qui sera super sympa, est ouvert et participer justement à cette nouvelle mobilité. En plus, super on peut intéressant. Visiter la ville en respectant. Complètement. Merci à toi. Merci Charles. À bientôt. Embarquement immédiat est maintenant terminé. J'espère que cet épisode vous aura plu et inspiré, que ce soit pour vos projets actuels ou futurs. L'émission a été réalisée par une équipe qui m'entoure. Je remercie Maïté pour ses reportages photos sur nos rencontres, sa patience, nos équipes de post-production. Merci à Daniel Murgui-Thomas et la boîte à images pour ses précieux conseils. Abonnez-vous et retrouvez toutes les notes de l'épisode, les références de l'invité sur le site embarquement immédiat, tout attaché, -du6, podcast.com. Vous pouvez me joindre sur les réseaux sociaux, je réponds à tous. Maintenant, si vous aimez notre podcast, la meilleure façon de nous soutenir est de mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts, iTunes et les autres plateformes d'écoute. C'est très important pour nous. À très bientôt pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, l'impossible n'existe que parce que nous n'essayons pas de le rendre possible.
Mike Horn.